bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission, Le Kiosque. J'espère que vous avez passé une excellente semaine, que vous êtes tranquillement chez vous, en train de nous regarder. Il ne fait pas bon dehors, il pleut, restez chez vous en train de nous regarder. Aujourd'hui, nous avons pas mal de chroniqueurs qui sont occupés par ailleurs. À la CTM, il y a une plénière, je crois. Bon. Ils sont empêchés, donc c'est pour ça que Charles Chamas n'est pas là. Béatrice Bellé est occupée à recevoir la délégation du Parti socialiste, l'arrivée de M. Faure, je crois, aussi en Martinique. Donc, il y a des préoccupations. Bonsoir Michel Bonchy, merci d'être avec nous. Mais bonsoir à toutes et à tous. Je comprends que nos chroniqueurs sont engagés, pas seulement dans la réflexion, mais dans l'action. Dans l'action, oui. Et au fond, ce qui nourrit la réflexion, c'est l'action. C'est l'action, très bien. Et Michel Bonchy, donc, je le disais, qui est le rédacteur en chef du journal Justice. Oui. Et aujourd'hui, on va puiser aussi des informations dans ça pour débattre dans le kiosque. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Il y avait un comité de rédaction de Justice ce matin, et je disais que j'avais à un moment donné hésité à poursuivre ma collaboration avec Zouk TV, mais qu'une des raisons pour laquelle je poursuis cette collaboration, c'est que le journal est mis en évidence, et dans le monde d'aujourd'hui où l'information écrite a tendance à reculer, et qui dit information écrite dit réflexion. Parce que l'information, je veux dire audiovisuelle, on est un consommateur d'images, un consommateur de commentaires, mais on n'a pas la possibilité, quand il y a un article, je prends un article, je dis M. Bonchy a écrit qu'il y a un lien entre le 22 mai et ce qui se passe en Kanaki. C'est un peu énorme comme affirmation, et je réfléchis, je souligne, et j'écris au journal en disant mais non, je ne suis pas d'accord ou je suis d'accord. Eh bien, la deuxième raison, c'est bien sûr la courtoisie. Même si nous ne sommes pas d'accord, et ce qui est, tu veux que je continue? Je t'en prie. Ce qui est quelquefois reproché y compris par nos propres partisans, nos propres partisans qui manièrent, quand laisser ces boucs PPM là, parler comme ça, je dis non. Dans ce pays, on a des adversaires politiques, mais on n'a pas d'ennemis politiques. Parce que si nous voulons construire une Martinique nouvelle, nous allons la construire avec tous les Martiniquais. Oui, mais bien dit, bien dit. Voilà. Bonsoir Fred Lordino qui est avec nous ce soir aussi. Donc, merci d'être là. Bonsoir ou bonjour à ceux qui écoutent et regardent Zouk TV. Si l'on joue à l'air, Zouk Kagadia, c'est mais demain, je crois qu'il n'y a ni monde déçu, puisque ni quand même en forme d'habitude. Ça veut dire que nous pouvons faire l'effort d'y proposer des chroniqueurs remplaçants comme match football. Parce qu'au départ, le kiosque, c'est. Je venu comme remplaçant à ma disposition parce que ça a fait un bon travail. Zouk TV a fait un bon travail. Salut à toute l'équipe, Manuela, Grégory, technicien d'ailleurs, et Mano. Et peut-être qu'il faut nous améliorer l'organisation. Le moment où elle ne peut pas venir pour activités politiques ou autres, eh bien, on va présenter un monde qui les fait chronique. Ça qu'a demandé, c'est qu'il y a un nombre de journaux, il y a un petit temps de préparation. En tout cas, c'est ça que j'ai essayé de faire. Il faut qu'on lit quand même les principaux quotidiens français, plus les hebdomadaires. Il faut porter une information claire, fiable. C'est mon nom qui a coûté nous. Je espère que dans la semaine prochaine, si Dieu veut, l'équipe sera notre force. Oui, je pense aussi. Alors, Michel Bonchy, communiste, on en a parlé la dernière fois. Tout le monde connaît Michel Bonchy. Et toi, c'est plutôt Renaissance. Mais ça n'empêche pas, comme Michel disait, qu'on ne soit pas des ennemis, même si même si vous n'êtes pas dans le même parti. Ce sont deux visions différentes.
mais ce sont des visions, ça et là, qui nourrissent la réflexion Moi, quand des il y a un parti, spectateurs. je t'ai crié maintenant la Martinique avant tout, ou bien la Martinique d'abord, moi, pas ça. Mais c'est parti, moi. C'est-à-dire que, moi, je vais répéter ça, clivage gauche-droite, je vais penser que ça a dépassé, mais ça en conviction vraiment. Peut-être les gens qui ont pensé qu'ils peuvent raccrocher qu'il y aura ça. Et qu'il y a tellement de changements dans le monde, c'est qu'il faut nous peut-être trouver une nouvelle approche. Pour comment nous avons trouvé une solution dans notre propre pays, nous, mais dans le cadre de la République française et de l'Union européenne, il y a une grande élection qui a venu le 8 juin. Ouais, Michel Carry, mais lui-même qui soutient Desfontaines, et puis il y a un communiste martiniquais qui, en la liste là, donc, il faut que nous mettions quoi derrière ça, il y a dit, ça, il y a fait, toute la journée, l'Europe et puis la France, pas bon. Et puis, bon, heureusement, et là, moi d'accord, et puis, il faut participer aux élections européennes. Très bien. Alors, présence de Macron en Nouvelle-Calédonie pour installer une mission. Est-ce que vous avez été surpris, ça et là, de la rapidité avec laquelle le président s'est rendu là-bas 24 heures de vol, et puis il arrive, puis voilà. Donc, quelle est votre position sur ça, ou bien qu'est-ce que vous pensez de la présence rapide du président de la République française en Nouvelle-Calédonie? Bon, moi, je suis à la fois surpris de la décision, en ce sens que je pense que Macron, tout en étant le principal responsable de la situation qui prévaut, il a quand même un certain sens de l'opportunité politique. Il a un certain flair. Et il a compris, comme jadis d'autres dirigeants politiques français, que sur les questions de décolonisation, que la France avait intérêt à ne pas laisser pourrir la situation. Bon. Alors, il avait d'abord, dans un premier temps, me semble-t-il, désigné Gabriel Attal pour traiter de ce problème. Et puis finalement, il a décidé de prendre le dessus lui-même, comme il le fait souvent d'ailleurs. Beaucoup de dossiers. Bon. Alors, c'est un président omniprésent sur toute une série de sujets. Bon, je prends l'exemple de l'Ukraine, par exemple, ou bien d'autres sujets. Bon, mais en partie, et puis sur les sujets sociaux, comme la question du budget de la France. Bon, on se rappelle des Gilets jaunes. Bon, les Gilets jaunes. On se rappelle aussi, il n'y a pas très longtemps, des agriculteurs. Alors, le fond du problème. Il est rapide. Le fond du problème, ce n'est pas la rapidité. Le problème, c'est l'orientation qu'il veut imprimer à la politique de la France en Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie demeure une colonie de la France. Et le problème de fond, c'est que, suivant les recommandations d'un certain Premier ministre d'antan, de 1972, Pierre Messmer, dont nous publions la lettre d'ailleurs dans Justice, on a fait de la Nouvelle-Calédonie une colonie de peuplement. Pour résoudre le problème colonial, il fallait accentuer la minorisation, le fait de rendre minoritaires les peuples premiers. Le peuple premier, celui qui est là depuis 3000 ans, c'est-à-dire le peuple kanak. Bon, donc on a favorisé l'arrivée non seulement de Français, d'Européens, mais également de Wallisiens, de Vietnamiens, de Polynésiens, etc., etc. Et par conséquent, cette question est au centre de la crise actuelle, au-delà des soubresauts dont on veut nous abreuver tous les jours, y compris pour dire que c'est l'Azerbaïdjan, et même la Russie qui serait responsable de ce qui se passe. Très bien. Alors Fred, qu'est-ce que tu penses de la rapidité du président? Ça pas surprenant, parce que c'est en méthode. C'est un monde, le président de la République n'a pas pu aller au front. Ou par exemple, Mano, Gilets jaunes, il fait le grand débat en tout le monde. Et pour la crise agricole, il montait au front aussi. C'est l'Ukraine. Mais il faut dire aussi que l'ensemble des partis de la gauche, comme on a crié, la gauche Joldou, ils saluaient la visite du président de la République en Nouvelle-Calédonie. C'est ça la presse française qui a dit. Ensuite, ce n'est pas les premiers qui fait ça.
en 1985, François Mitterrand est allé en Nouvelle-Calédonie pour 12 heures parce que t'es échauffouré, t'es mouvement. Mais ça qui passait, c'est que 3 ans après, la vie est partie, t'es les événements d'Ouvéa qui débouchaient sur les accords de Matignon et puis plus tard, les accords de Nouméa. Donc, là, on y a un président de la République qui, dans la perspective du trouver une solution, mais surtout, qui appliquait accord-là. C'est ça, certainement, il n'y a pas l'étonne. Personne n'a appliqué accord-là, ni Hollande, ni Sarkozy, ni même qui était avant là. Et puisque c'est lui qui fait 3 référendums là. Et les 3 référendums, non à l'indépendance. Les 3. Et qui ça accord là qu'a dit, là on y répond ce référendum là, ou qu'a fait une proposition de loi constitutionnelle pour ça modifier statut la Nouvelle-Calédonie dans la Constitution française, c'est le titre 13. La Nouvelle-Calédonie, c'est l'Iguini, la plus large autonomie, il y a un bordage de l'indépendance là, dans le système français. Donc, on a bien vu que le président Macron appliquait accord là. Alors peut-être que c'est ça qu'il a reproché, mais je ne sais pas qui c'est été dit, s'il pas fait. Et comme Michel Cabaman, perche, oui, il y a une influence étrangère de la Russie et de l'Azerbaïdjan qui a envoyé un message pour dire blanc à Chouenek, parce que vous savez, ça facile ici, il y a certains gens qui essaient de virer, prendre les arguments de nègre contre blanc et puis béché, c'est caldoche contre nègre, indépendantiste contre non indépendantiste, des faux clivages. Et vous savez, moi c'est surpris qu'un député martiniquais qui a siégé l'Assemblée nationale, qui est président en parti politique indépendantiste, qui a reçu 133 000 € chaque année de l'État, en dehors du fait que lui-même... C'est un président ou bien un co-président? Co-président, c'est Marcelin Nadeau. C'est qui mon nom? C'est ma cabine, vous pouvez d'accord, ça n'a rien à voir. Qui a dans le système institutionnel français et qui est allé en Azerbaïdjan, à Bakou, un pays qui envahit un autre pays indépendant. L'Azerbaïdjan envahit l'Arménie, le Haut-Karabakh. On est hors sujet. Donc, oui, on est non, nous pas hors sujet, parce que ça c'est des ingérences qu'il a. Et pour qui le gouvernement interdit TikTok? Parce que l'Azerbaïdjan a envoyé des milliers de SMS, de WhatsApp, de tout ça, ou les messages, puisque c'est une messagerie chinois, pour dire que pour attiser la guerre entre Calédoniens, c'est-à-dire entre Kanak et puis Caldoche. Mais c'est qui le président dont tu parles? Jusqu'à maintenant, on ne va pas savoir c'est qui le président. De quoi tu... Je te dis président en parti politique. pays, c'est pas un parti indépendantiste. Ah, pourquoi tu dis ça? Oui, mais voilà, c'est-à-dire... Parce que je sais qu'il y a 2 co-présidents. Oui, donc, je suis en train de me demander, mais qui l'autre président? Et c'est là, Magado, parce qu'il y a une vraie contradiction pour moi, mais les Martiniquais qui regardent, qui écoutent, qui est jugé. On ne peut pas dire aussi que les étrangers votaient aux élections municipales Préchet ou bien Saint-Pierre, et puis dire qu'il y a des citoyens français qui n'y tout doyaux ne peuvent pas participer à des votes en territoire de la République française. Là, il y a une contradiction. Alors, Michel. Bon, la réalité, c'est que les accords de Matignon et les accords de Nouméa n'ont pas été respectés. Il est énuméré les présidents, mais d'une manière générale, par les colonialistes français. Que ce soit Hollande, socialiste. Les socialistes n'ont jamais été des anticolonialistes forcenés. Bon, Mitterrand, lorsque la guerre d'Algérie a commencé, il a dit la négociation, c'est la guerre. Bon. Donc, par conséquent, le problème, que ce soit Hollande, que ce soit Sarkozy ou que ce soit Macron, le problème, c'est que les accords de Nouméa... C'est quoi les accords de Nouméa? C'est que la France reconnaît que le peuple premier est minoritaire et que nous ne pouvons pas appliquer automatiquement une démocratie, je dirais, numérique. Il faut limiter, il faut le corps électoral, il faut faire en sorte que les éléments allogènes étrangers au territoire soient limités dans leur nombre. Et qu'est-ce que fait
la fameuse loi qui est en train de passer au Parlement de dégel du corps électoral, eh bien, on ajoute 25 000 électeurs nouveaux pour rendre les Kanaks encore plus minoritaires. Et c'est ça. Ce n'est pas la Russie, ce n'est pas l'Azerbaïdjan, c'est ça qui provoque. Et les Kanaks avaient averti ça à l'avance. Et d'autres premiers ministres qui connaissent le problème calédonien, Édouard Philippe, qui est du camp de Macron, bon, par exemple, ou d'autres ont le Premier ministre socialiste, j'oublie son nom. Jospin. Non. Oui, Jospin. Et puis un autre socialiste qui était ministre de l'Intérieur ont averti Macron qu'il ne fallait pas faire ça. Bon, par conséquent, c'est ça le fond du problème. Et le fond du problème, c'est qu'il faut respecter la lettre et l'esprit des accords de Nouméa, de façon, le dernier référendum a été boycotté par les Kanaks. Parce que justement, il a été fait en pleine crise du Covid. Et les types ont dit que ce n'était pas acceptable. Bon, par conséquent, donc on essaie par des ruses, parce que les colonialistes sont rusés, par des ruses juridico-constitutionnelles en fonction de la Constitution française, mais l'ONU a inscrit la Kanaki Nouvelle-Calédonie dans les territoires à décoloniser. Voilà. Alors, est-ce qu'aujourd'hui... Pour l'ONU, oui, pour l'ONU, tout de suite. Pour l'ONU, oui. L'ONU. Les 3 référendums n'ont pas été remis en cause par l'ONU. Qu'est-ce que tout n'y a papier qui a montré nous ça? Parce que Kanak là dit comme ça, pour 3e là, puisque les 2 premiers, ils disent non à l'indépendance. Donc, c'est à la demande des Kanaks indépendantistes, des partis indépendantistes Kanaks, ils ont organisé 3e là. C'était pendant la période Covid là. Et alors que c'est eux qui étaient demandé au référendum là, ils ont dit comme ça, comme il y a des gens qui sont morts de Covid, nous n'avons besoin de faire deuil, nous, etc. Mais, tenir une date limite, c'était 20 ans pour organiser le référendum là. Si le gouvernement français n'a pas été fait, ils ont dit, mais ah ouais, ou dit ou pour faire quoi référendum, ou pas qu'à faire. Parce que, encore là, il y a en particularité, c'est que pour accepter le non, il faut ni 3 référendums, mais pour le oui, depuis que tu dis oui en seul, il ne doit pas gagner 2 autres référendums. Hein. Donc, il faut nous bien d'accord en les termes, l'esprit et la lettre de l'accord. Parce que il y a des gens qui ont parlé d'accord là, et ils n'ont pas à les garder. Parce que il y a des gens qui ont fait, Michel a eu raison, 25 000 électeurs de plus. Parce que accord là, gelé le corps électoral. Les gens qui peuvent voter exceptionnellement. Il n'a pas dit que ça sent un bagage qui peut être définitif. Il dit bien matché que c'était pour le référendum là. Et qu'après le référendum là, ou qu'à virer en forme de loi commune. Et c'est ça, sur 25 000 personnes, parce que il y a un lot de monde mort, on dit ça la dernière fois, c'est vrai, il y a un lot de monde qui est mort qui est dans la liste là toujours. Il faut qu'ils révisent la liste là. Et, comme de tous côtés en France. Comme de tous côtés, mais particulièrement, d'autres communes, puis et vous savez, il y a un certain nombre de monde qui cadeau, ils n'ont pas les tirer, c'est notamment un certain nombre qui. Ça m'emmène nous pas polémique, on laisse ça. On a 25 000 personnes qui ont inscrit, il y a 13 000 personnes qui naissent en Nouvelle-Calédonie, Kanak et non Kanak, en majorité de Kanak, qui Pékeni doit voter. Si vous quittez là comme ça. Et l'autre 12 000 personnes, c'est des gens qui ont dit qu'en 2018, comme ils n'ont pas tenu nombre de temps pour te voter, ils ont dit non, ils ne peuvent pas voter. Mais ces gens-là, c'est des gens qui sont là depuis 1990. C'est-à-dire que les gens qui ont payé l'impôt, ils ont acheté Kaili, ils ont vécu dans le pays, et pourquoi venir dire, nous ne savons pas qui sont nous que bon en droit de vote. Mais il faut dire la vérité, sur les 13 000 nouveaux inscrits sur la liste électorale, c'est en majorité de Kanak. Bon, donc, nous là, on a une discussion juridique fondamentale de la liberté et de l'égalité du citoyen. On ne peut pas dire dans un pays, des gens qui ont arrêté, qui font la vie, qui l'a depuis presque, qui ni près de 7 générations, on va dire les autres, que ces caldoches là installés. Et puis on a dit, non finalement, on va payer l'impôt, on va faire tout le bagage, mais on ne va pas voter. Je ne m'attendais pas à une défense aussi passionnée du colonialisme le plus rance et le plus « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 «
je dirais le plus arriéré. Bon. J'ai l'impression, quand j'écoute cette argumentation, de revenir à l'époque de l'Algérie. C'était les mêmes arguments pour défendre les référendums bidons qui avaient été organisés. Un peu avant l'indépendance, d'ailleurs, il y a des référendums qui avaient été organisés par la France et qui donnaient oui à la départementalisation de l'Algérie. Bon. Par conséquent, quelques temps après, De Gaulle a fait un référendum pour l'indépendance et le peuple algérien, dans sa majorité, a voté pour l'indépendance. Par conséquent, la vérité, c'est que appliqué à un pays colonial qui a été envahi en 1853, bon, la différence qu'il y a entre pour bien comprendre, la différence entre la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, ce qu'on appelle les vieilles colonies du XVIe et du XVIIe siècle, et puis les colonies du XIXe siècle, c'est que la France a pris possession de la Nouvelle-Calédonie au XIXe siècle. Bien. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a parqué les Kanaks dans des réserves, un peu comme les Américains ont parqué les Indiens dans des réserves. Elle leur a donné un sous-statut, ce qu'on appelle le statut de l'indigénat, jusqu'en 1946. Bon. Par conséquent, c'est le grand mérite de Michel Rocard et d'un constitutionnaliste dont le nom m'échappe, et qui est venu ici d'ailleurs au moment de l'article 74 pour nous soutenir, c'est d'avoir reconnu cette situation et qu'il fallait rééquilibrer le corps électoral et tracer des voies originales vers une décolonisation. C'est ça le problème. Mais le fond du problème, c'est que, je reviens à Macron, Macron est en concurrence avec les Américains, les Australiens, les Nouvelle-Zélande, sur ce qu'on appelle l'Indo-Pacifique. C'est-à-dire qu'il veut que la France joue un rôle à la fois géopolitique dans cette région du monde et un rôle économique, parce que le nickel, le nickel est la deuxième, la Nouvelle-Calédonie, c'est la deuxième réserve du monde du nickel, même si aujourd'hui il y a des problèmes économiques, mais c'est ça le fond du problème. Le fond du problème, c'est ça. Alors on va chercher des arguments sur l'Azerbaïdjan et même la Russie. Hein, bon. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut, je vais dire, geler donc cette loi qu'ils ont votée à l'Assemblée dernièrement, c'est ce qui est demandé. Ne pas la promulguer de manière à s'asseoir autour d'une table et discuter, puisque s'il a été là-bas, Emmanuel Macron, je pense que c'est plus dans un signe d'apaisement, j'espère. C'est exactement ça. Mais est-ce qu'il est prêt à geler la loi qu'ils viennent de voter? Non, il dit il toujours dit ça, il dit que s'il y a un accord entre les partis indépendantistes et non indépendantistes, lui-même, tout le temps, il dit, en semaine avant réunion congrès, il dit, si on a fait un accord, il a privilégié l'accord là. Et c'est pour y aller là aussi, parce que, vous savez, la gauche paternaliste et condescendante, la gauche, oui, c'est comme ça qu'on a crié en France. C'est-à-dire qu'il a fait des lois comme la loi sur l'égalité réelle, et puis il va mettre pièces de l'argent. Et vous savez, les Toto Lirel, les consoles, les autogouvernements, et puis Hollande. Il y a le principe, il y a mettre deux principes en avant. Ah oui, la colonisation, la dénonciation de la colonisation, et puis deuxième principe, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Mais tout le monde est d'accord, on a ça. Et là, je taquiné beaucoup de boucs comme Michel. Je dis que l'indépendance là, ce n'est pas nous qui réclamons. Pour moi, alors qu'il est au XXIe siècle, c'est des puissances européennes et dont la France qui bord l'indépendance. L'indépendance sera un processus exogène et non pas endogène. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a tout, où est l'indépendance? Mais on a même quantité d'argent comme on a actuellement, et puis on peut défendre corps sur le reste. Parce qu'on peut trouver personne, ni la Chine, ni la Russie, ou sont grands défenseurs de la Russie et de Cuba,
Regarde l'État cubain. Pour vous une idée, 500 000 Cubains qui quittent Cuba pour aller vivre aux États-Unis, là, dans les 3 dernières années. Donc, c'est incroyable. On parle de la Nouvelle-Calédonie, c'est intéressant. On est déjà arrivé à Cuba. Je vais montrer comment c'est indépendantistes locaux. Et Michel... Non, mais restons sur la Nouvelle-Calédonie, parce qu'il y a d'autres choses que je veux Nous sommes sur l'affirmation de cette gauche paternaliste et condescendance qui est là sur des principes, mais qui n'agit pas au quotidien pour aider les peuples, justement. Donc, ce que je dis... Attends, mais t'affole pas. Non, mais... Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui poussent, qui font croire qu'il y a un consensus politique pour l'indépendance en Nouvelle-Calédonie. Ce n'est pas vrai. Ce sont des jeunes Kanaks qui ont détruit le Sénat coutumier. Il y a une grosse division dans les organisations indépendantistes, puisque là, les jeunes, ceux qui n'ont pas connu justement les accords de Nouméa et de Matignon, disent qu'ils veulent l'indépendance immédiatement. Alors, il y a une partie de l'île qui est toujours pas sous le contrôle de la gendarmerie, de la police française, tout ça. Oui. Donc, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de personnes qui sont contre, et ils ont dit qu'ils préfèrent encore mourir. Donc, ils sont prêts à déclencher une espèce de guerre qui va continuer pendant combien de temps? Au profit de, justement. Alors, comme nous t'ai dit ici, si, hélas, ça qui peut faire, il ne faut pas négliger Baïtala, c'est la partition du pays. Ouais. C'est ça qui fait en 71. Ou que dit, on va prendre un exemple. Mais il faut prendre un exemple. C'est ça qui fait aux Comores. Ils ont fait un référendum pour l'indépendance des Comores. Mayotte dit qu'il parlait à partir d'un État indépendant. Eh bien, alors qu'il est au Kaoué, les Comoriens, côté ils sont venus accoucher, qui ont envahi, c'est Mayotte. Non, mais Fouad, restons sur ce sujet-là. Comment faire pour essayer de... C'est de trouver les moyens du vivre ensemble. Parce que, je vais poser en question tout le monde, et maintenant tout le monde qui a écouté, qui a regardé l'émission, est-ce que pièce ce référendum-là, pas ni valait? Parce que c'est ça, il y a un vote qui fait, un premier vote fait, il y a une majorité qui dit qu'il y a l'hérité français. En deuxième vote fait, puisque c'est le gouvernement français qui demandait que, puisque le référendum là, c'est soit indépendantiste, il y a une des parties qui a demandé ou bien l'État. Il demandait, il confirmait. Troisième référendum là, c'est les Kanaks qui demandaient. Là, il y a pas de référendum là, il a dit que ni Covid, etc. Mais, à un moment donné, vous savez, faut savoir qui valait la démocratie, c'est considéré. Michel a dit moins que Pat Martinique pour 74. En 2010, il a fait un référendum, 74 comprend combien pour cent? 20%, mais il a toujours dit où Martinique est 74. Ouais. Vas-y, Michel. Non, quand j'entends parler de partition du pays, de menace de partition, c'est un vieux système. Chaque fois qu'un peuple veut accéder à la souveraineté, bon, ça a été le cas d'ailleurs, à un moment donné, pour l'Algérie. On voulait séparer le Sahara, la coller au Mali et à l'Afrique subsaharienne, et puis donner le reste. Bon, pour le Vietnam, on a fait un premier accord, on a séparé le Vietnam du Nord et le Vietnam du Sud. Donc par conséquent, et aujourd'hui, on veut séparer une partie de la Nouvelle-Calédonie, donner la partie où se trouvent les Européens Nouméa, et puis le reste. Bon, en réalité, c'est un pays qui est une entité, n'est-ce pas? Et par conséquent, il n'est pas question d'accepter cela. Alors, qu'il y ait des divergences au sein du mouvement indépendantiste kanak, comme il y a d'ailleurs des divergences au sein des anticolonialistes en Martinique, bon, ça fait partie d'une manière générale, il n'y a pas de lutte de libération nationale dans un pays s'il n'y a pas plusieurs courants sur la vision de l'avenir du pays. Mm-hmm. Bon, par conséquent, ce n'est pas surprenant. Mais ce qui unit les indépendantistes kanaks, c'est le refus du dégel du corps électoral. Et si Macron veut ramener le calme en Nouvelle-Calédonie, il ne faut pas qu'il fasse un ultimatum en disant
je vous donne un mois pour vous mettre d'accord, et au bout d'un mois, je vais passer ma loi devant le Congrès de la République française, ça n'est pas légitime. Le Congrès de la République française n'est pas légitime pour légiférer sur la Nouvelle-Calédonie. Bien. Voilà. Alors, si tu permets, parce que, ouais, il a parlé de Vietnam, d'Algérie, ouais, que, soi-disant, il faut nous parler de la Nouvelle-Calédonie, mais c'est vous-même qui avez introduit. Et en laisse ça, moi, je dis que l'indépendance de l'Algérie, il faut parler des historiens, ce n'est pas simplement la volonté du peuple algérien. Le général de Gaulle, avant ce processus-là, et pour moi, il y a en raison, mais ça c'est une analyse qu'un certain nombre d'historiens qui a dit, c'est que la France tenait besoin de financer un certain nombre de grands programmes, notamment le programme nucléaire français. Et qu'il poussait un certain nombre de pays africains et du Maghreb à prendre l'indépendance parce que le général de Gaulle était qu'à financer, parmi ces grands programmes-là, il finançait ces programmes nucléaires français, civils et militaires, et puis EDF. Et vous savez que c'est lui qui prend des lois en 1962 qui fait que nous avons payé le même prix d'électricité qui est tout partout en France, alors qu'il a coûté 30% plus cher. Et vous savez aussi. Vous cherchez dans ces livres-là. Quittez-moi parler, vous cherchez. Mais il y a un autre bagaille qui fait aussi, c'est le général de Gaulle qui fait la règle de répartition pour les produits agricoles martiniquais, la répartition 2 tiers, 1 tiers, face à. Mais disait pas lui qui fait non plus. Donc ça m'a dit. Mais ça n'a rien à voir. Attends. Ça n'a rien à voir. Trop chaud, Michel. Calme-toi. Calme-toi, Michel. Tu accumules des références. Calme-toi. Des références qui n'ont strictement rien à voir avec le sujet. Le sujet, c'est quoi? C'est que les colonialistes, quand ils sont face à une revendication de souveraineté et de décolonisation, et c'est de faire la partition du pays. Voilà. Ça qui a passé, un argument, parce que depuis tout à l'heure, nous avons parlé beaucoup de droits, très peu d'économie. Système là, la collectivité de Nouvelle-Calédonie, il est en faillite, il faut qu'on dise ça financièrement. Système d'indemnisation chômage là, il n'y a pas ni l'argent. Système retraite là, et parler ni des Martiniquais, vous savez, ni des gens nous connaissent qui vivent en Nouvelle-Calédonie, nous ne pouvons pas aller puis Martiniquais tout partout, ni une petite communauté de Martiniquais d'ailleurs, qui est assez impliquée dans les entreprises de transport. Donc, vous savez, téléphone, on peut téléphoner, on peut vous email. Il y a un problème là, notamment pour les retraités de la fonction publique, qui dépendent du gouvernement calédonien. Il a fini de demander l'État français en avance pour payer retraite ses fonctionnaires. Mais c'est le système colonial. Donc, on peut dire le système colonial. C'est le système colonial, si vous voulez. La question, est-ce qu'on peut imaginer que ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie puisse se passer à la Martinique? C'est ça. C'est la question, est-ce que... Voilà. C'est-à-dire, il y a des beaucoup cas pour se dire, c'est pour tout à l'heure, moi, parler de monde qui a utilisé l'Azerbaïdjan, parce que c'est un affaire de décolonisation. Ce même discours-là, il a dit, il allé à Bakou, soi-disant, parce que l'Azerbaïdjan, qui est un pays totalitaire, ou pas ni démocratie, il a venu dire, moun vini pour décoloniser les territoires, et moi, j'étais très surpris qu'il y ait un député martiniquais qui allait en dire dans ça, parce que qui c'est qui a essayé de faire quoi? Il faut nous déclencher en guerre martinique de blanc contre nègre, de nègre contre béché, type de bagaille là. Et ça, Magadou, il y a encouragé. Mais oui, mais Michel, écoutez, il y a encouragé, attends, en lutte des races, parce que la gauche, Joldou, abandonné lutte des classes, à présent, oui, regardez bien, issu la lutte des races. Et puis, chaque petit conflit qui naît, il a essayé de dire, mais oui, vous savez, il y a envahi nous, etc. Eh bien, vous savez qui c'est qui a passé en Nouvelle-Calédonie? La grande crainte que y a là, c'est que ni un départ massif de Calédoniens, y compris de Kanak. Il n'y a jamais eu autant d'étudiants Kanak en France qu'en 2024. Alors, pour répondre à ta question, j'ai souligné tout à l'heure que le processus de colonisation dans ce qu'on appelle les vieilles colonies, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, est tout à fait différent de la colonisation, ce qu'on appelle les colonisations du XVIe, du XVIe et du XVIIe siècle, que les colonisations de la France du XIXe siècle. Le XIXe siècle, c'est
La Kanaki, c'est l'Afrique, n'est-ce pas? Bon, c'est tout à fait différent. Donc, les voies de la décolonisation en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, et en tout cas, la formation à laquelle j'appartiens s'honore de dire que ce sont des voies qui sont tout à fait différentes. Et nous avons, avec d'autres partis d'ailleurs, élaboré une voie originale. Bon. Alors, est-ce qu'on peut imaginer qu'à la Martinique, on puisse parler, pas forcément d'indépendance, mais... de décolonisation. Ou bien simplement, comment ils appellent ça encore? D'autonomie. D'autonomie. Mais bien sûr. Non, alors, le problème, c'est que... Et puis, pardon, hein, pendant que j'y pense, vous allez répondre après. Est-ce qu'il y a en Martinique actuellement plus de métropolitains que de Martiniquais? Bon, personne ne peut à l'heure actuelle donner ces chiffres. Ce que je peux dire, j'ai consulté la dernière étude qui a été faite par l'INED, l'Institut national d'études démographiques, dont le principal animateur est d'ailleurs martiniquais, Clément Marie. Cette étude date de 2022. Ça s'appelle MFV, Migration, Vieillissement, Famille. Alors, dans cette étude, on te dit qu'il y a 17% de la population martiniquaise qui est née hors de Martinique. Alors, par contre, dans cette étude, on n'est pas allé parce que la France, jusqu'à présent, refuse les statistiques ethniques. Sauf en Nouvelle-Calédonie. Bon, refuse les statistiques ethniques. On n'est pas allé jusqu'à distinguer dans ces 17%, quels sont ceux qui sont des Martiniquais, ils sont de familles martiniquaises mais nés en France et qui sont revenus, qui sont des immigrants. Alors, le terme utilisé, je renvoie les Martiniquais qui s'intéressent à cette question, à cette étude, on utilise le terme de immigrants et non pas de émigrants. Immigrants, c'est-à-dire des gens qui viennent en Martinique. Bon. On n'a pas distingué ceux qui sont nés en France et qui sont de familles martiniquaises et ceux qui sont nés en France et qui sont de familles européennes, métropolitaines. Alors ceux qui sont nés en France de parents martiniquais sont considérés comme des Martiniquais? Alors, ou comme des Français de là-bas? Alors, ceux qui sont, bon, selon le statut, selon l'étude, ce sont des Martiniquais. D'accord. Bon, mais le problème, c'est qu'il y a effectivement un accroissement du nombre, ça c'est évident, il suffit d'observer, de regarder. Non, ça c'est pas une méthode scientifique. C'est une méthode, écoute-moi, moi je dis le chiffre, on est aux alentours de 17%. OK? Bon. OK. Par conséquent, il y a, et d'ailleurs, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Césaire. Césaire qui a parlé de génocide par substitution. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que voulait dire Césaire? C'est que, déjà à l'époque, c'était le bumidum, qu'on fait partir des Martiniquais pour des raisons économiques en France, et qu'en même temps, des Français arrivent en Martinique et occupent des positions économiques nettement supérieures. Et d'ailleurs, la confrontation, tu parlais d'économie là, la confrontation entre des pays dont la puissance économique est inégale fait que la puissance économique la plus forte domine la puissance économique la plus forte. Et par conséquent, vous faites venir ici des gens qui sont mieux formés, qui sont plus aguerris, et bien, ils prennent des positions dans l'économie, ils évincent les autochtones. Alors oui, ça pas des statistiques ethniques d'abord en France, sauf en Nouvelle-Calédonie, où il y a 40% de Kanak, 35% de Métis. 35%. Oui, pourquoi pas? Oui, mais vous savez, donc ça veut dire que pour nous, Martiniquais, question, et nous avons discuté d'ici, et puis Charles, qui statue c'est mon nom qui maille et puis des métros, qui niche et puis des métros, ou bien, nous-mêmes, nous, toutes là, qui là, nous ni lâche pour niche, si yo maille et puis des métros, on va poser la question, est-ce que métro organi doit venir vivre Martinique et éventuellement 10 familles venir vivre à côté?
si les parents, par exemple, si mon ami deux grands monde qui là, il a dit papa et puis maman. C'est le même problème pour la France. Attends, nous trop chaud. Donc, là où on rentrer dans une discussion comme ça, je dis maman là, songez aussi les Chinois qui en France là. Parce que vous savez bien qu'il y a un 5e département d'outre-mer qui en France. Est-ce que le Front National, quand il prend le pouvoir, s'il prend le pouvoir en 2027, ce que nous ne pouvons pas exclure, c'est en démocratie sans vote qu'a fait, il a dit, mais je pense comme vous n'êtes pas né ici, vous êtes Martinique, vivez Martinique. Donc, vous savez, nous, dans une situation, ce n'est pas nous seuls qui pouvons appliquer les raisonnements là. Et je vais taquiner Michel. Michel, après Covid, là, il y a une série de docteurs blancs qui partent. Oui. Et qui ça nous constater, ou qui aimait les chiffres, on va constater que de plus en plus de Martiniquais qui ont décidé de partir en France parce qu'ils obtiennent un rendez-vous médical plus facilement pour un certain nombre d'opérations et que ça qui panie l'argent. Attends. Je ne vois pas le rapport avec la non, mais non, quoi dire, moi, est-ce que nous allons discuter puisque vous les mettez sujet. Vous les mettez sujet. Non, pas qu'à noyer le poisson. Moi, je dis que c'est mon nom qui a conséquenté, qui a poussé ces jeunes Martiniquais à entrer en guerre raciale. Yo même là, yo malade. Il y aura les payer en billet en compagnie pour aller en France. Ça, allait aussi loin. C'est la décrépitude du système hospitalier. C'est ça. C'est les carences de l'État français et de l'ARS qui font que l'hôpital ne peut pas remplir ses missions. Non, les médecins n'ont pas les vini. Ces médecins n'ont pas les vini. Ces médecins n'ont pas les vini parce qu'il y a une compétition à l'intérieur même du territoire français entre les territoires, les départements de la France hexagonale. C'est-à-dire que ces départements et puis certains maires qui mettent des primes, ils ont un logement gratuitement, ils ont mis tout là parce qu'il y a un problème de nombre de médecins en France. Oui, mais c'est ça. Donc, c'est un problème économique et social. C'est pas nous seulement que ça concerne. C'est pas un problème colonial. Donc, ça m'a l'air c'est que laissez mon qui a dit, exemple à Macabo, pièce médecin pas télé à aller Grand-Rivière. Moi, t'es bien content. T'es allé quoi? Grand-Rivière. Oui. Mais là, je regarde des photos médecins qui à les Rivière, sans gentil métro, et moi, j'étais bien content. Bah, le moment et le nom, là. Non, mais donc, ça n'a rien à voir avec la discussion. Les autres cabinets mettaient bagaille, revenons à ça. C'est toujours le même système qui consiste à faire peur aux Martiniquais. C'est toujours ni... Non. Notamment, certains nombre de monde qui a profité du système. Toute évolution, en même temps. Le système est vieux. Pour empêcher toute évolution de la situation et de prise en main des Martiniquais de leur pays, on essaie de leur faire peur. Alors, il y a un proverbe martiniquais qui dit les babou camarades prix du feu aux États. Exactement. Donc, moi, ce que j'essaie de demander que les téléspectateurs qui nous regardent, qui nous écoutent, puissent éventuellement réfléchir là-dessus. Ce qui se passe à la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui, avec toutes les conséquences actuelles mais à venir, éventuellement, si ça se produit, est-ce que ça peut se produire chez nous? Et si ça se produit chez nous, qui ça nous est là? Oui, parce qu'il y a un certain nombre de monde, et je vais dire ça très clairement, ça, un débat entre Martiniquais. Des gens qui ont dit que RVN, soi-disant grand nationaliste, mais qui ne pas tenir compte d'une réalité économique et en réalité sociétale. Les Martiniquais sont fondamentalement des métis. Et là, sont fondamentalement des métis. C'est-à-dire que chez l'écrasement, laisse-moi terminer. Mais je l'ai dit tout à l'heure, nous avons une colonisation qui est différente. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Donc aujourd'hui, il y a un discours, il y a un discours d'un certain nombre de gens, notamment ces faux nationalistes qui se disent RVN, qui veulent aller vers un conflit racial. La haine de soi, la haine de l'autre, la haine du blanc, alors que l'écrasante majorité des Martiniquais ont du sang blanc. Et ça, il faut l'accepter. Et j'espère qu'un jour, il y aura une grande étude autour de la génétique qui sera faite. C'est possible. Bon, c'est possible. Écoute, qui va déterminer l'origine humaine. Puisque il a dit nous. Ah ouais, tu sais, il faut accepter ça. Hein, c'est vérité scientifique. Bien. Donc, les Martiniquais, qui sont un peuple métis fondamentalement,
il y a des gens qui, pour des raisons politiques, veulent instrumentaliser la lutte des races et diffusent la haine du blanc. Alors, la haine du blanc, c'est fondamentalement la haine de Non, mais soi-même. ce n'est pas une question de haine du blanc là aujourd'hui. Moi, ce que je demande simplement, si ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, est-ce que c'est applicable en Martinique et qu'est-ce qu'on... Oui, c'est simplement ça pour que les gens puissent... Qu'est-ce que tu appelles qu'est-ce qui est applicable? Il n'y a pas eu d'accord de Nouméa ici. Il n'y a pas eu d'accord de Nouméa ici. Non, il n'y a pas encore... Non, il n'y a pas eu d'accord de Alors, Nouméa. Tu as posé une question, tu vas me répondre. Vas-y, bien sûr, vas-y. Alors, moi, je vais d'abord répondre que l'ordino a l'art d'enfoncer des portes ouvertes. Bon, le peuple martiniquais est issu d'une colonisation tout à fait différente de celle de la Nouvelle-Calédonie, n'est-ce pas? Et que par conséquent, il y a un métissage plus ou moins prononcé, je dis bien plus ou moins prononcé, à base de Noirs, d'Afro-descendants, mais aussi d'Européens, d'Indiens, parfois même de Palestiniens, de Chinois. Et le type, quand on se promène à la Martinique, je me suis vu se promener à Fort-de-France, il y a différents types physiques en Martinique. Par contre, ceux qui essaient de fonder la lutte politique en Martinique sur la question des races se trompent. En tout cas, c'est ce que je pense, le Parti communiste, ceux qui dominent la lutte politique, et pas seulement en Martinique, dans l'ensemble des pays d'Amérique. Je prends l'exemple du Brésil et d'autres pays où il y a eu de l'esclavage. Bon, eh bien, c'est le métissage, c'est la lutte des classes. Mais il se trouve, et c'est là qu'il faut être garder son sang-froid. Et c'est là que la lutte des classes et la lutte des races, malheureusement, ont tendance à se confondre. Parce que malheureusement, dans la structuration de la possession, il se trouve que dans tous ces pays, grosso modo, les Blancs occupaient les positions supérieures dans la société, la terre, le capital, les usines, les moyens de production. Ok? Les métis, ce qu'on appelle les mulâtres, les professions libérales, et ensuite, le travail, la classe ouvrière, c'était en général les Noirs et les Hindous. Bon, ça s'est modifié avec la départementalisation. La départementalisation en Martinique et en Guadeloupe en particulier a fait entrer dans la fonction publique, et donc a donné une couche de Martiniquais, une couche moyenne, une classe moyenne, qui a accédé à la fonction publique, n'est-ce pas? Et ça a permis aux personnes afro-descendants d'accéder à la classe moyenne. Une bonne partie de la classe moyenne, notamment les enseignants, les enseignants sont issus, c'est le statut de Maurice Thorez qui a permis le statut de la fonction publique par le concours, et non pas comme à l'époque des gouverneurs, où c'était le copinage qui faisait qu'on devenait fonctionnaire. Où tu connais un monde, il était qu'à faire entrer, fonctionner. Bon, et bien à partir de 1946, 47, c'est ça. Donc, par conséquent... Non, mais il faut qu'on avance, parce qu'on est sur le même sujet. Voilà. Tu permets que je conclue quand même. Okay. Je te remercie de m'avoir permis de faire ce petit développement. Par conséquent, ce que je veux dire, c'est que nous avons une situation qui est fondamentalement différente de celle de la Nouvelle-Calédonie, et que par conséquent, personne ne peut dire... Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui veulent fonder les luttes politiques. Bon, je prends l'exemple du médecin. Pendant la période du Covid, effectivement, c'est ce qui a provoqué le départ de certains médecins. Bon, et aujourd'hui, d'ailleurs, je m'aperçois qu'il y a toute une campagne en France pour, de nouveau, attirer des cadres de la santé en Martinique. Parce que nous manquons, nous sommes obligés de payer des primes. Notre hôpital, qui est déjà en difficulté, est obligé de payer des primes, notamment dans certaines spécialités, pour faire venir des spécialistes en Martinique. Mais en plus, ça est accentué par le déficit, les difficultés de l'hôpital de Martinique.
Alors, tu as demandé est-ce qu'il y a des accords de Matignon ici? Ouais. Non, il n'y en a pas. Mais il y a des référendums qui ont été faits. Oui, notamment en 2010. En 2010, 73, 74, tout ça. Est-ce que, puisqu'il y a un congrès qui semble vouloir se développer en ce moment, est-ce que ce n'est pas vers une nouvelle demande de référendum qu'on va déboucher? Mais si c'est ça, ça qui est tant mieux. Nous, comme les Martiniquais, et moi-même, manqué peu, à un moment, à la vie, prend un bâton de pèlerin, moi, pour dire les Martiniquais, que si au cas disent allez à dans voir que ça te parlait, il faut que dis nous. Mais, comme il faut conclure, mais Michel parlait du génocide par substitution. Comme monde a répété, même à inviter ces gens-là à ne pas prendre ce petit morceau phrase-là. C'est aller lire l'œuvre de Césaire sur l'universalisme. C'est un des plus grands penseurs du monde universaliste. Et donc, aller lire, ce qu'il n'y a pas qu'à aller dans le repli identitaire, le nationalisme ethnique, c'est-à-dire qu'on a basé pays en race de monde. Et l'un des plus grands intellectuels produits par pays noirs, un révolutionnaire immense, Frantz Fanon, Oui. il a dit, il n'y a pas de fardeau blanc, il n'y a pas de mission nègre. Lis Frantz Fanon, il fait là la guerre d'indépendance, il était là, hein. Il dit comme ça. Mais je suis tout à fait d'accord. On est basé la lutte politique en la race, au cas il prend fait. Bon, c'est ce que je viens de dire. C'est ce que je viens de dire. Je suis membre d'un parti qui a élaboré sa théorie de manière originale. Je me réfère aux travaux du philosophe René Ménil, qu'on vient d'honorer d'ailleurs récemment, de Armand Nicolas, et d'autres, Walter Guiteau, Victor Lamont. Ils ont compris avant tout le monde, précisément, l'originalité de la situation martiniquaise, et qu'on ne pouvait pas calquer le processus de décolonisation sur ce qui s'était passé en Algérie, en Madagascar, en Afrique, et que c'est pour ça que nous avons élaboré la théorie de l'autonomie, et de ce point de vue-là, nous rejoignons Césaire. Mais puisque tu parles... De ce point de vue, nous rejoignons Césaire. Quand Césaire a écrit ce qu'il a écrit et notamment sur la lutte ethnique, je te signale que c'est dans le discours sur le colonialisme. À l'époque, il était communiste. Hein. Alors, on parlait de génocide par substitution, mais est-ce que c'est pas ce qu'on j'entends en France, le grand emplacement? Est-ce que c'est pas la même chose? Non, pas du tout. Très bonne question. Pas du tout. Très bonne question. Pas du tout. Pas du tout. Parce que ouais, c'est là. Parce qu'on y des théories d'extrême droite que des gens qui viennent recycler nous ici. C'est-à-dire que c'est même pas là pour moi, Michel Keba, point de vue. C'est-à-dire que qui ça, M. Zemmour et puis les racistes xénophobes là, qui en France là, qui poche, qui ont gel pouvoir là, qui ça Yokado? Yokado, mais ces gens-là, antillais, ça c'est des assistés là, des feignants, des parasites. C'est beaucoup qu'à vivre au crochet de la République française. Ça pour nous faire un jour, mais ça, Yoka dit ça, à Baboui. Yokado, il faut qu'à un moment donné, nous fassions dégager parce que il n'y a pas qu'à correspondre aux racines du peuple français. Il n'y a qu'à virer à un espèce de peuple que nous ne savons pas ça y est, mais en tout cas, c'est ça la suprématie blanche. Mais ce n'est pas seulement les Martiniques, les Antilles, hein. Il n'y a pas les Dissabasses arabes là aussi, toutes ces mondes-là. Oui, c'est ça, Magadou. Donc, dans ce là, nous comprenons que nous avons venu recycler ça ici, mais pendant ce temps, l'idée de faire chimère en France, tout doucement, pour dire, attention, ces messieurs, ils n'ont pas qu'à y. Bon, alors... Oui, je t'en prie. C'est simple, la situation... La théorie du grand remplacement en France et la situation de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Kanaki, tout à fait différente. En France, nous sommes en train de vivre les conséquences de la décolonisation. C'est-à-dire que la France
subi le fait qu'elle a colonisé un certain nombre de pays et qu'elle a créé une situation d'inégalité, de pauvreté, de sous-développement, et qu'un certain nombre de ces peuples viennent dans le cadre de ce qui se passe dans le monde entier, pas seulement en France, aux États-Unis, les peuples d'Amérique latine, bon, le Honduras, etc., viennent, parce qu'il y a des différences de niveau de développement, et viennent chercher essentiellement une immigration économique et sociale. La Martinique et la Guadeloupe, c'est un processus différemment où il s'agit d'implanter dans des pays colonisés un peuplement européen pour dominer le peuple. C'est ça la situation. Et par conséquent, ce qui se passe, ce que nous appelons génocide par substitution, c'est l'implantation dans nos pays, et en Guadeloupe, en Martinique, à la Guyane aussi, n'est-ce pas? Bon, les Réunionnais, c'est un peu particulier, bon, mais c'est ça le problème. Et en Kanaki, évidemment, hein, on marginalise les jeunes Kanaks qui se révoltent. Ce sont des jeunes Kanaks qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas d'avenir. Et c'est ça la situation de la Kanaki. Voilà la situation. La situation de la Kanaki, c'est que l'éducation, c'est en compétence du gouvernement de Kanaki. Oh là là. Ah oui, ça, pourquoi? Chaque fois que je regarde un bagage, ou quand commencer à revuler ses corps, ou pas regarder. Je parle de statut, il y a l'éducation. Et qui c'est qui a passé? Vous savez qui c'est qui a fait récemment là? Quand parle du président Macron, c'est que le gouvernement de la Kanaki pas ni l'argent pour payer les enseignants du secondaire. Donc il demande au gouvernement français à verser l'argent, bailler l'argent. Évidemment, tu donnes des compétences sans les moyens. Attends, donc un pays qui a dit, c'est qu'il a dit, il est allé vers l'indépendance, où les toutes qualités bagailles, mais où les la pension. Ou le français a. Non, mais c'est ce qu'on vit aussi ici. La France nous donne des choses sans donner l'argent qui va avec. C'est un principe qu'ils ont. Mais attends, pas dit ça, puisque là, pour de loi, c'est vous qui avez compétence là. C'est pas la France, c'est pas personne. C'est vous qui avez compétence là. Et ni d'autres domaines qu'on a compétence là, et pourtant, nous tout cas ouais qu'il va fonctionner. Donc, il ne faut pas venir dire que chaque loi, mais à dans raisonnement, la gauche paternaliste et condescendante. C'est-à-dire qu'il toujours qu'à mettre la France comme le bouc émissaire, le responsable, mais il n'y a pas tout le bouc là qui a dirigé l'Afrique. La situation en Algérie, un pays qui a autant de réserves de pétrole, comment on peut expliquer moi qu'il y a autant d'argent que autant Algériens les continuer venir émigrer en France? Ça c'est un vrai mystère pour moi. Expliquez-moi, qu'il ou ni pétrole, ou ni richesse, ou ni tout ça qu'il y a pour faire un pays développé, or on va constater, on va critiquer la République française, mais il y a un flux d'immigration incessant, et il y a un problème. Et puis l'Algérie, et puis notamment aussi la Tunisie, les pays du Maghreb, les mon enfants candidats dans un pays, ou quand venir dire, je vais expulser mon enfant pour mon virer, faire peine, je vais arriver au caillou, ces pays qui ont refusé de reconnaître que nationalité mon nom pour dire, il n'y a pas qu'à accepter propre ressortissant. Comment on peut expliquer un bagage comme ça? Bon. Bien. Alors, il y a un mandat d'arrêt qui a été demandé par la CPI contre Benjamin Netanyahou, c'est-à-dire le Premier ministre israélien. Et est-ce que c'était quelque chose qui était envisageable il y a un mois? Parce que j'ai l'impression que tout le monde, enfin beaucoup de personnes, les États-Unis et pas mal de pays, prenaient la défense de ce monsieur, ce Premier ministre. Aujourd'hui, est-ce que c'est parce qu'il est lâché que ça se passe comme ça? Même dans son propre pays, hein? Est-ce que dans son pays, on n'attend pas pour le remplacer? Enfin, je ne sais pas, je pose la question. C'est un des conflits, bon, ça, millénaires, pareil, que vient monter même en temps la Bible. C'est pour moi-même qui intervenir puis beaucoup de précautions en laisse ça. Parce que, comme on t'a dit, s'il y a le Hamas sans mouvement terroriste, pareil, l'histoire qui a fait que ça voulait jeune, et moi soutien l'OLP et puis Yasser Arafat qui était la reconnaissance d'un État palestinien et m'a dit ça puisque bon nous avons une conversation entre Martiniquais ni trois bagailles comme moi t'ai dit que moi t'ai jamais ouais en la vie moi de ma présente vie ça comment dire c'est moyen
je suis plus proche du jour de ma mort que du jour de ma naissance. Mais, et moi, je dis, là, moi, plus jeune, est-ce que moi, je suis un nègre vini président des États-Unis? C'est un bail qui est capable de moins assez impossible. Et grâce à Dieu, moi, oui. Deuxième bail là, c'est que moi, étant militant anti-apartheid, moi, j'étais étudiant, et j'étais très investi dans l'engagement à côté des Africains et pour la libération de Mandela. Et je regretté comment je n'ai pas jamais arrivé à aller en la vie, moi, aller en Afrique du Sud. Mais peut-être ça qu'est fait. Grâce à Dieu. Mais peut-être ça qu'est fait. Et donc, ouais, en Mandela dehors. Et troisième bail là, c'est dire ouais, un État palestinien. C'est-à-dire, est-ce que tu as une reconnaissance officielle d'un État palestinien? Ça surprend moi, je dis ça, parce que la Cour pénale internationale, c'est un cours très particulier. Bon, nous pas entrer. C'est ce qu'on appelle le CPI. La CPI. Ouais, la Cour pénale. Il a jugé des individus. Hein. C'est un bail qui est là pour les crimes de guerre. Et Karim Khan, qui, bon, je n'ai jamais pensé, et puis c'est ce juge-là, que il était allé si loin, c'est-à-dire que pour dire qu'on a lancé un mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahu, qui quand même, bon, c'est un bouc ultra dangereux pour moi, pour l'humanité, mais qui est soutenu jusqu'à maintenant, bien que, alors qu'il est ni en partie, c'est Israélien qui a demandé de démissionner. Mais, tenez, j'ai lu un article, et l'auteur m'a oublié non, il dit Gaza sera la malédiction d'Israël. Et si maintenant, il y a encore un autre article fait par un Israélien qui dit que Benjamin Netanyahu aura réussi à transformer l'État d'Israël en paria. Parce que ça sent bagaille qui a révolté les gens. Là, il y a des gens qui ont les tailles, ils ont bombardé, ils ont faim, ils ont soif. Et puis, il y a baladé du nord au sud de la bande de Gaza. Et puis, un bouc a continué du haut. Parce qu'il est allié à des suprémacistes. Il faut que ça a créé le sionisme messianique. C'est-à-dire, c'est Boulagado, c'est dans la Bible que ça sortit. Nous, c'est le peuple élu. Et teta, c'est bon Dieu qui bat nous. C'est la terre promise. Vous pouvez faire ça ou tu es là, ou pas t'es là. Teta, c'est à nous. Et dit ouais que en cours de justice, là, et bon, c'est détruit. Hein, bon, Rivet dit, mais monsieur, vous avez fait assez mauvais bagaille. Nous allons émettre une attendre décision, hein, donc, sauf qu'il faut y porter les preuves. Hein, ouais, sans retirer, il faut y porter preuves. Et si porter preuves là, donc, dans 25 pays qui signent accord là, Netanyahou peut aller, sinon il y a que d'ailleurs, ça a posé la France sans problème parce qu'il peut faire une visite diplomatique en État là, en France. Et la France, d'après ça, on comprend, assez embarrassée, puisque normalement, il est obligé de rester ici pour prononcer des décisions. Oui. Michel, qu'est-ce que tu penses de cette histoire? Bon, alors, sur cette question, je partage ce que vient d'expliquer Lordino. En fait, nous sommes en face d'un État colonial. Israël. Bon. Mais en plus, à la tête de cet État colonial, c'est un État théocratique, c'est-à-dire qui gouverne au nom de Dieu. Ce qu'il reproche à ses adversaires, l'Iran, et certains courants, pas tous, certains courants palestiniens, pas l'OLP, bon, certains courants palestiniens islamistes. Bon. L'Afrique du Sud, parce que ça part de là. L'Afrique du Sud qui se rappelle que précisément elle a vécu de l'apartheid. C'est l'Afrique du Sud qui a introduit, et continue d'ailleurs, introduit une action en justice auprès de la CPI, la Cour pénale internationale, et qui dans un premier temps, en décembre 2023, a dit que les éléments d'un génocide existaient dans la manière de mener la guerre à Gaza par Israël. Alors, c'est à juste raison que l'ONU signale qu'il y a une fissure qui s'est produite à l'intérieur du Conseil de défense d'Israël.
C'est-à-dire que, en gros, certains partis, il y a l'extrême droite et les partis religieux. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des partis religieux qui soutiennent Netanyahou, et puis les autres partis, notamment les partis, ce qu'on appelle la gauche, en gros, les travaillistes, hein, voilà, qui se sont quand même rappelés que il fallait quand même créer un État palestinien. Et ils reprochent, quel est le reproche? Ils disent la chose suivante. Netanyahou dit, je continue la guerre à Rafah parce que je n'ai pas continué à éradiquer le Hamas. Et les types disent donc, vous n'allez jamais éradiquer le Hamas parce que si vous continuez cette guerre, le Hamas étant dans le peuple, le Hamas va se reconstituer dans le peuple. Vous allez créer les conditions pour que le Hamas se reconstitue dans le peuple palestinien. Par contre, on n'allait jamais l'éradiquer. Deuxièmement, les opposants israéliens de Netanyahou disent que Netanyahou cherche une solution militaire alors que ce conflit ne peut avoir de solution qu'une solution politique. C'est-à-dire aller négocier la constitution d'un État palestinien, bon, avec des conditions, ils disent sans le Hamas, mais avec et sans non plus l'autorité palestinienne, qui considère que l'autorité palestinienne est disqualifiée. En fait, ça, ce sont des négociations. Mais surtout, la vraie question, c'est que dans le monde entier, dans ce qu'on appelle le Sud global, dans les pays africains, dans les pays latino-américains, et même en Europe, il y a 3 pays qui viennent de reconnaître l'État palestinien, notamment l'Espagne. Eh bien, on a reconnu l'État palestinien. Par conséquent, le problème, c'est que Israël est de plus en plus isolé politiquement sur le plan mondial. Et à l'intérieur du principal soutien qu'ils ont, c'est les États-Unis, la jeunesse étudiante intellectuelle est en dissidence avec Biden. Et Biden, de plus en plus, est obligé de tenir compte de cette situation parce que ça risque une partie de l'électorat démocrate condamne la politique d'Israël et risque de le lâcher au moment des prochaines élections contre Trump. Donc, bien sûr, ça, vous êtes d'accord tous les deux. C'est très bien expliqué. Je pense que nos amis ont compris. Hein. Voilà. Oui, alors, juste pour dire, oui. Terminer, c'est-à-dire que c'est petit bête assez un genre de renversement parce que il y a 56 pays l'ONU qui reconnaissent la Palestine. Ces 3 dernières, c'est l'Espagne, la Norvège et puis l'Irlande. Voilà. Mais en 2015, le Vatican a reconnu la Palestine. Donc, ça, les Smodrich, c'est-à-dire Ben Gvir, c'est-à-dire les partis religieux qui ont quitté l'extrême droite ils ont transformé la bande de Gaza en territoire archéologique. C'est ça, un de ces chefs l'a dit. Hein, moi, ça, il dit ça, il dit ça, les États-Unis, que n'y en est pas parce que c'est Bogagadou où ils ont tué 35 000 personnes, dont 20 000 civils, c'est-à-dire beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants. Et au paradis, nous, comment est-ce qu'ils sont fait si vous gagnez la guerre? Est-ce que c'est vous qui gérez le pays qui a envahi et qui a passé? Et les partis d'extrême droite, c'est-à-dire les nationalismes religieux qui m'ont dit, c'est les suprémacistes, voilà, les suprémacistes religieux qui ont dit comme ça, alors qu'il faut nous faire ces boucles à la partie, il faut qu'ils partent en Égypte ou bien dans d'autres pays, parce que tête à là, c'est nous là. Ils veulent faire une gestion militaire de Gaza. Alors, un autre sujet, toujours dans... C'est pas très loin de tout ça. Hein. Le président iranien Raisi meurt dans un accident d'hélicoptère et il y a des voix qui commencent à dire que Israël ne serait pas étranger à ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Et parce que
Israël a, comment on appelle les agents secrets d'Israël? Le Mossad. Le Mossad. Shin Bet. Il paraît que ce sont les meilleurs. Oui. Ce sont les Il y a meilleurs beaucoup de pour films ça. d'ailleurs sur ça. Voilà, ce sont les meilleurs. Donc, Ouais. mais je me suis quand même posé la question comment ils ont pu atteindre l'hélicoptère là où il était. Mais enfin bon, peut-être que vous avez Non, des choses sur ça. Vous non, pensez que je ne dispose malheureusement de. Pas Je ne suis pas d'informations. dans les services secrets Français. français. Jusqu'à présent, l'explication qui avait été donnée, c'est que l'équipement aérien de l'Iran est relativement vétuste et date de l'époque de l'Union soviétique. À l'époque, l'Union soviétique lui avait donné et pas entretenu. Et que par conséquent, l'hélicoptère en question était en mauvais état. En plus que la région en question, la région aux confins de l'Azerbaïdjan, bon, est une région très difficile. Par conséquent, l'accident pouvait s'expliquer par cela. Bon. Alors, le président iranien et son ministre des Affaires étrangères. Ça, c'est pas été. Bon, alors, C'est-à-dire les 8 dignitaires Il y a des au sommet voilà, qui c'est morts. ça. Et c'est là une question, nous peut interroger quoi nous, c'est que il y a pas 3 hélicoptères, c'est pas un seul, c'est 3 hélicoptères. Comme par hasard, il y a d'autres ni mauvais temps. Mais mauvais temps, d'après moi, c'est pour 3 hélicoptères. Et comme par hasard, toujours je dis parce que nous ne jamais savent, c'est à Aguini, ministre des Affaires étrangères, des dignitaires militaires, et puis président, c'est lui qui a caché quoi. Là, nous peut peut-être poser comme nous des questions parce que, effectivement, Israël très fort dans les attentats. Enfin, moi, je vais faire publicité. Dans les opérations. Moi, je vais faire publicité, feuilleton, mais pour ça, il y a Netflix. Ça peut regarder Netflix, ils ont ni un feuilleton qui a créé Foda, oui. et qui est dangereux, même, et qui a montré comment il y a l'armée israélienne, mais c'est le parti pris israélien, c'est sûr. Oui, oui. Mais pour les gens qui aiment l'action, la nuit, ce n'est pas rien à faire, quoi regarder. Et puis il y a un autre feuilleton aussi, mais là, c'est bon, sur Apple TV, quoi, qui est Téhéran, et pour les gens qui ont ces chaînes-là, c'est payant. Hein. Sauf que, ouais, que comment il y a effectivement ça assez impressionnant. Qui ça Israël a fait pour attaquer les ennemis? Alors, il y a une question que je me pose par rapport à ça. Le président, son ministre des Affaires étrangères, plus des dignitaires. Moi, je vois que Macron est parti. Il avait Darmanin avec lui. Il avait encore un autre ministre, je crois. L'autre ministre il y avait de l'Outre-mer. il y avait une autre personne. Je me suis dit, mais le président part avec tout ça de ministre dans son avion. Est-ce que c'est pas dangereux finalement? Oui, mais la France, c'est pas Non, Guillaume. Alors, le problème, ce qui m'a par contre frappé, c'est que les commentaires concernant cet accident ont commencé par dire que ce personnage, Ibrahim Raïssi, ce personnage était relativement effacé, sans pouvoir, que dans la République islamique actuelle de l'Iran, le président de la République n'avait pas de grand pouvoir, etc. Et il se trouve que, c'est hier ou avant-hier, j'ai vu sur je crois que c'est LCI, pour une fois, ils ont passé une émission de la télévision iranienne. C'est rare hein, qu'on voit. Et on a donné le point de vue différent. On a vu un commentateur iranien expliquer quel était le rôle de ce président de la République et comment il dirigeait l'État. Et que et là, il essayait de rassurer le public iranien que la disparition de ce président, que l'État allait continuer à fonctionner et qu'on avait nommé un président par intérim et que l'État allait continuer. Donc que ce n'était pas un président aussi falot que l'on avait décrit au début. Bon. Et d'ailleurs, c'est si vrai qu'il était destiné à devenir le guide suprême dans la hiérarchie du pouvoir islamique. Il y a le guide suprême. Le guide suprême qui est un personnage religieux
et qui domine le Parlement, le président de la République, etc. Pour ceux qui s'en souviennent, c'était comme ça Khomeini. Khomeini. Après le Shah. Ils se sont succédés. Ouais. Donc, autrement dit, effectivement, si c'est vrai, la thèse de Lordno est vraie, c'est que ce n'était pas un personnage aussi secondaire qu'on en a dit au début. Cependant, j'ai vu des feux d'artifice et une partie de la population iranienne était semblait dans l'allégresse, hein, surtout les femmes, semble-t-il, surtout les femmes. Bon, sur quoi manifester feux d'artifice en Iran, à mon avis, il y a une idée qui dit, m'entendre ça aussi, m'a regardé à l'internet, il dit que c'est peut-être pas des images de l'Iran qu'il a. Bon, oui, il dit que parce que il dit que soit elle fait ça, notamment à la ville de Qom, la ville sainte. Il dit sous fait ça et puis les gardiens de la révolution, on ne va pas penser qu'on finit la nuit là dehors. et que ici il dit que chiffre là, comme on lit dans l'article de presse, c'est qu'il était ni 5000 personnes qui étaient fait tuer, c'est-à-dire que pour les gens qui étaient contesté le régime. Donc, c'est pas tant pitié. Alors, Grégory, je ne sais pas si tu as le journal Justice, mais enfin, vous pouvez, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur tout ça, le journal Justice, le journal du Parti communiste, voilà, très bien. Merci, Grégory. Oui. Ce que je voudrais signaler quand même, c'est qu'il y a un article d'un camarade qui s'appelle Fernand Papaya, et qui s'appuie sur la brochure qu'Armand Nicolas a écrite depuis les années 60 sur la révolution anti-esclavagiste du 22 mai 1848. Et pour les gens qui ne le savent pas, il retrace un petit peu ce qui s'est vraiment passé les 22 et 23 mai, parce qu'en réalité, l'insurrection anti-esclavagiste a duré le 22-23 mai, au Prêcheur et à Saint-Pierre. Et comment, avant même que le décret d'abolition de Schellcher, le décret du 27 avril 1848, arrive en Martinique, le gouverneur Rossolan, à la demande d'ailleurs de Pori Papi, qui était un des membres du conseil municipal de Saint-Pierre, eh bien, le gouverneur Restaulant a pris un décret abolissant l'esclavage avant même que le décret officiel arrive en Martinique, parce que dans la brochure d'Armand Nicolas, où il a consulté les correspondances, parce que c'est souvent comme ça qu'on peut reconstituer l'histoire, les historiens, à partir de documents, il y avait, selon dit, il a pu reconstituer les correspondances du gouverneur Rostolan avec le ministère de l'Outre-mer, ce qu'on appelle maintenant la rue Oudinot. Bon, et on sait, il raconte comment il est arrivé à Saint-Pierre, et comment il a été accueilli par une foule hostile, et il a eu très peur, Rostolan. Alors, concernant ce que tu dis sur le 22 mai, moi je pense au 22 mai, je pense aussi au 1er mai. Est-ce que vous pensez que les jeunes Martiniquais, les Martiniquais sont encore pour manifester concernant le 1er mai, c'est le travail, c'est ça. Hein? Et le 22 mai, c'est la libération des esclaves. Mais est-ce que vous pensez que les Martiniquais sont encore à fond, enfin à fond, c'est pas ça l'expression. J'ai été un petit peu surpris de voir qu'il y a de moins en moins de gens qui s'occupent de ça. Oui, parce que le travail n'est peut-être pas fait comme il se doit, mais aussi parce que c'est peut-être que ces institutions, même, il y a encore un effort à faire, mais moi, je salue aussi des jeunes Martiniquaises et Martiniquais, l'association Au Lion la Caraïbe, qui a fait un gros travail sur l'histoire, et ça, je pense qu'il faut encourager la production intellectuelle là, parce qu'il ne faut pas oublier que nous, alors qu'il est puis le numérique, nous pouvons faire livre nous pouvons faire livre histoire. C'est pas, attends, Nicolas, ça c'était assez raide, mais alors qu'il est, et puis le numérique, bon, on n'est pas obligé d'imprimer le livre là, même si, bon, nous, que toujours, mon génération, moi, nous toujours attachés au livre. Mais, là, on va prendre d'autres formes, par exemple, moi, à Saint-Pierre, samedi passé, en marché, une très belle manifestation faite autour de
d'artistes locaux martiniquais qui étaient qu'à produire vieux, de la peinture, des objets d'art, ni des jeunes martiniquaises qui étaient là, et d'une très grande qualité. Et moi, l'ai dit, tout le monde qui a organisé Baïta là, je j'espère que c'est qu'il un rendez-vous annuel. Donc, c'est une autre forme qui a fait que c'est mon nom, qui a produit et puis qui a venu aussi garder qui ça nous peut faire. Peut-être qu'il faut que moi, monsieur, sauf senti, je ne vais pas taquiner monsieur Limet. Peut-être qu'il faut marcher un petit coup de la peinture au moment. Mettez la petite lumière pour. Mais c'est peut-être vers ces bagailles là nous aller. C'est en manière d'intégrer l'histoire là différemment. Ne pas être des consommateurs d'histoire, mais nous avons produit, nous avons fait des bagailles comme spontané, 22 mai, au point du Vietnam Amérique, et l'année, je vais regarder ça. Et c'est-à-dire que mon génération, moi, c'est notre génération qui est là, parmi ces tambouillés, c'est mon âge, moi, je parle encore, mais bah, là, qu'à continuer, et c'est peut-être à travers ça, peut-être qu'à un moment donné aussi, il y a une manifestation, la savane, à l'Antou-Belay, bon, peut-être que faut que ça ait grande ampleur, et qu'il y a, par exemple, 1000 à 2000 tambouillés, et là, nous qui fait production tambour, nous qui apprendre la jeunesse jouer tambour, et nous qui intégrer, en fait, la fête là en notre manière. Michel, c'est ça? Oui, bon, je fais un distinguo entre le 22 mai et le 1er mai. Le 1er mai est fonction du climat social. Tu peux avoir et puis, à mon avis, de l'unité des organisations syndicales. Bon, à mon avis, le mouvement syndical martiniquais est très fracturé. Bon. Et il n'y a pas eu ces dernières années, en tout cas ces 2 dernières années, en dehors de la question des retraites, il n'y a pas eu de grand mouvement sur des questions qui unifient les travailleurs. Il y a eu beaucoup de revendications ponctuelles, des petits conflits dans des entreprises. Par contre, concernant le 22 mai, je rejoins ce que dit. Il y a eu beaucoup de manifestations. Il y a eu beaucoup de manifestations à Sainte-Luce, à Saint-Pierre, aux Prêcheurs. Et je voulais citer justement le rond-point du Vietnam héroïque, ce qui me frappe. Alors, le côté festif prend le pas sur le côté commémoration. Alors, il y a des gens, parmi les anciens, qui disent « Ah oui, mais on oublie la signification du 22 mai, que c'est la libération de l'esclavage, etc. » Moi, je ne partage pas ce point de vue. Je pense que fêter, c'est fêter. Bon. Faire une course cycliste, comme il y a eu une course cycliste là, sur plusieurs jours. Oui. La course du 22 mai. Faire une course cycliste à l'occasion du 22 mai, c'est une manière de fêter le 22 mai. Par conséquent, faire une pièce de théâtre, c'est une manière de fêter le 22 mai. Et puis, tu as eu le truc de Pago sur la savane, Gilbert Pago, qui a fait une conférence à l'impératrice en racontant quels sont les faits du 22 mai, mais aussi d'autres circonstances qui sont produites sur la savane à Fort-de-France, comment c'est un lieu historique et qui a constitué l'histoire de la formation de la ville de Fort-de-France. Bon, et ça c'est une initiative d'un historien. Il a voulu se rapprocher il a cherché ce qu'on appelle la proximité, avec la population. Donc, la CTM a organisé le truc sur la savane, effectivement. Bon, la ville de Fort-de-France a également organisé une manifestation à Trénel. Bon. Alors, et puis, je vais vous dire, votre serviteur, avec les moyens qui sont les nôtres, justice ne manque pas chaque fois de rappeler, parce que le 22 mai a été une conquête. Le 22 mai a été nié jusqu'à la conférence d'Armand Nicolas de 1960
sur la révolution esclavagiste du 22 mai, on disait nos ancêtres les Gaulois. Hein. Bon. Nos ancêtres les Gaulois. Alors le 22 mai, cette année, est tombé le même jour que la Pentecôte, le lundi de Pentecôte. Il me semble que c'est ça. Et il y a un Premier ministre. Hein? 2 jours après. C'était mercredi. Ah ouais, dans le bail. 2 jours après. 2 jours après. 2 jours après. Mais, voilà, ouais. Mais ça me fait penser au lundi de Pentecôte. Il y a un Premier ministre français qui avait déclaré, enfin, qui avait fait, le terme m'échappe, c'était pas férié, c'était... Chômé, mais comment il s'appelle encore ce Premier ministre? On prélevait le salaire pour les... C'était par rapport aux vieilles personnes, pour Raffarin. Le Premier ministre Raffarin. Ah bon, je pensais que c'était le même. Et ça continue toujours? Non. Cette histoire, non? C'est fini? Ça a été abandonné, me semble-t-il. Mais financement, le 4e risque, c'est-à-dire pour les gens comme moi, là, c'est-à-dire la branche vieillesse, vous savez, de la sécurité sociale, ça va poser un problème. Hein? Donc, faut qu'il y ait l'argent, et faut que l'État ait trouvé l'argent pour occuper des gens comme nous, hein? Mano et puis Michel, c'est-à-dire. Alors, la crispation autour du foncier en Martinique fait l'objet d'une conférence qui se déclinera en une session de travail sur 6 mois. Les protagonistes envisagent déjà un changement législatif. On se retrouve un petit peu... Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, c'est une association, d'après ça, on comprend, de la CTM et puis l'État face au récent mouvement. D'ailleurs, moi, apprenant un bagaille, faut vérifier qu'il y a une tentative d'incendie qui fait Clouette, Trois-Îlets, devant en poteau EDF, mais un genre d'attentat qui a continué. À un moment donné, il faut que ça arrête. Donc, moi, je pense que c'est pas par ces voies-là que nous arrivons à trouver une solution. Donc, voie-là, réunion organisée par la CTM et puis l'État, ça plus propice, pour moi, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'indulgence à ni et puis moun ka mette di fait. Moi, ça très clair. Ce qu'on mette di fait, c'est qu'on ne peut pas les faire payer avancer. Ça, c'est position moi très claire de ça. Donc, forcément, moun a arrêté. Donc, là, on est en tentative de dialogue, mais inscrit comme je ne sais pas, je ne vais pas bien connaître je ne pas lire ça. Comment on a inscrit pour cet atelier, mais en soi, sans l'idée qui n'est pas mauvais, maintenant, là, qui ça a débouché. Puisque Zani débat est concret pour faire là, tout le monde qui n'y a qu'à payer l'impôt foncier, sur le foncier bâti. Donc, ces collectifs de Zani listent tout le monde qui a payé l'impôt, le foncier bâti. Ni 35 000 maisons abandonnées, je pense que c'est meilleur, il faut que recenser ces maisons-là, et puis chercher les propriétaires, et mener un travail, et puis le groupement d'intérêt public, titrement, mettez un bureau groupement dans chaque communauté au moins, pour que les gens puissent déposer le dossier. Donc, ils peuvent faire réunion. Je ne sais pas qui ça qui débouché. Mais déjà, j'ai un débat concret pour accompagner les gens qui sont dans l'indivision. Et là, d'après ça, je comprends, il y a joindre des notaires, il y a joindre des juristes et puis l'État. Est-ce que c'est pour définir en formule pour faire ça? Je ne sais pas trop ça. Maintenant, ni plaisir bagaille à faire. Et c'est notamment fait que la collectivité territoriale de Martinique votait un schéma d'aménagement, puisque c'est MEA qui est responsable, le plan local d'urbanisme, mais le schéma d'aménagement régional, c'est de la compétence de la CTM. Et c'est lui qui a décidé qui côté où peut faire agriculture, qui côté où peut faire construction. Mon rapport, c'est qu'il faut que travail déjà fait gros travail là, mais que des Martiniquais dialoguer ensemble. Et puis l'État, et puis la CTM, c'est un bon bagage. Une bonne avancée. Michel, sur ça cette réunion, ça recoupe un petit peu ce que nous avons dit ici. Bon, non seulement l'État, la CTM, mais il y a tous les acteurs, les notaires, les juristes, etc. Il y a un aspect sociologique et patrimonial spécifique à la Martinique, qu'il faut mettre à jour, n'est-ce pas? Et qui peut déboucher, sur une modification de la loi Letchimy sur l'indivision.
Je me pose même la question, d'ailleurs, est-ce que les modifications qui sont envisagées, en particulier, est-ce que ces modifications sont possibles dans le cadre actuel de l'actuelle Constitution et ne nécessiteraient pas une révision de la Constitution spécifique pour l'outre-mer? Bon. Mais ceci dit, parce qu'il y a un aspect juridique très, très important, et c'est important que les juristes, notamment les notaires, et également je pense qu'il y a aussi les parlementaires qui sont invités à cette réunion, puisqu'il faut qu'il y ait une traduction parlementaire des conclusions auxquelles vont parvenir cette réunion. Donc ça n'empêche pas, comme dit l'ordinaire, qu'on agisse tout de suite avec les instruments dont nous disposons, notamment le GIP titrement. Bon, ça c'est certain. Et que ce GIP titrement ait des moyens humains et financiers pour agir. Bon, voilà. OK. Alors, la collectivité territoriale a fait un point d'étape vendredi 17 mai sur sa nouvelle organisation et son organigramme interne. L'objectif, c'est que l'ensemble des agents réunis ou présents en visioconférence soient plus éclairés sur leurs missions à venir. Ça prend tant de temps que ça de faire un organigramme? Enfin, je pose la question parce que la CTM l'avant-dernière CTM avec le président Marie-Jeanne, l'organigramme aussi, ça a traîné des mois et des mois. Je ne sais même pas s'il y en a eu finalement avant la fin. Et là, je vois que là encore, ça fait quoi? Ça fait 2 ans, 3 ans. Et ça veut dire que s'il n'y avait pas d'organigramme, comment on avançait? Je pose la question. Il y a eu, j'étais dans la commission qui s'occupait à l'époque de Marie-Jeanne, j'étais dans la commission qui s'occupait en fait des affaires personnelles. Il y a eu beaucoup d'ajustements, de tentatives, de mise en place d'organigrammes avec des difficultés. Parce que il s'agissait d'une fusion entre 2 collectivités avec des cultures différentes. Bon. Et avec des intérêts différents aussi. Bon. Je te prends un exemple. Je suis chef du service des marchés publics de la région. Tu fusionnes avec le chef du service des marchés publics du département. Qui est-ce qui commande? Qui est qui chef? Bon, il est certain que ça a posé beaucoup de problèmes de prérogatives. En plus, les méthodes de travail n'étaient pas les mêmes. Ce que je vais dire peut m'attirer des ennuis. Le Conseil général est une vieille dame qui date du XIXe siècle, avec des traditions, une tradition de service public ancienne. À la limite, les élus avaient peu d'intervention pratique dans la gestion quotidienne. Parce que tu avais une machine qui tournait. Bon. Ce n'est peut-être pas le cas pour le conseil régional, qui est une administration plus récente. Bon. Quand il y a eu un changement de majorité, l'actuelle majorité a dit je fais un organigramme. C'était un de ses thèmes de campagne. Il n'y a pas d'organigramme, il n'y a pas d'organisation. Et puis après, il y a eu des mouvements, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est la suite de mouvements de protestation du personnel qu'on a mis en place, ce qu'on appelle les états généraux. Bon. Alors, la question, c'est de savoir ce qui va en sortir concrètement. Mais malheureusement, il y a un malaise. Il y a un problème de ce qu'on appelle de RH. Il faut un management. Ouais. Et c'est quand même
c'est quand même une grosse machine à gérer. Moi, ce que je souhaite quand même, c'est que nous ayons un service public performant, bon, avec un personnel qui se sente estimé, à l'aise et reconnu dans ses compétences. Bon, c'est ça le fond du problème. C'est ça le fond du problème. Alors, Fred, tu as fait partie de la première CTM dans l'opposition, mais tu étais à la région aussi, avec Serge Chimie. Là, vous étiez au pouvoir, en fait. Qu'est-ce que tu peux dire sur ça? Cette nouvelle organisation, l'organigramme qui prend tout ça de temps. D'après ça, m'a dit, c'est qu'à la fin du mois, que le président qui a publié le nouvel organigramme là. Mais on a constaté que peut-être qu'il y a parmi les gens qui sous-estimaient difficulté pour mettre collectivité, nouvelle collectivité en action. Ce qui fait que ou qu'a dit ou qu'a fait en le bagaille et puis ou qu'a habité devant en réalité parce que l'on regarde bien tout ça qui dépend de ça qui créé improprement les satellites, mais c'est pas des organismes qui dépendent du financement de la CTM, plus ces gens qui travaillent là, ça fait près de 6 000 personnes. Donc, pour remplir en mission de service public. Donc, je pense que peut-être qu'il y a des gens qui sous-estimaient difficulté qui tenaient à mettre tout le monde ensemble. Et que, justement, parce qu'ils sous-estimaient ça, ils ont fait un délai. Ils ont changé de directeur général. Après, ils ont créé un directeur des finances, mais il est parti après 2 ans. Et ça a fait pendant le Covid, là, puisque nouvelle gouvernance arrivée en 2021. Ça a fait près de 3 ans. Mais surtout, je pense que il y a une erreur fondamentale qui fait, là encore, c'est du parti à dans un bagage institutionnel. Du moins que, dis-nous, Martinique, qu'on a le pouvoir normatif, et puis on ne peut pas consacrer à fondement, à base collectivité à qui là, c'est-à-dire dans sortie de Covid là, pour mettre en plan de relance que sur le papier qui décrétait en 2022 et puis nous en 2024, vous croyez que c'est un recul du budget, il sortit de 1,7 milliard pour passer à 1,5 milliard. Donc peut-être qu'il y a un problème, mais ça c'est en opinion, moi pas ça, moi je dis qu'il est jugé de stratégie qu'il faut mener. Et pour illustrer ça, moi, je retiens un petit passage de l'ordonnance du tribunal administratif qui annulait le drapeau. Ouais. Et je vais lire ça, parce que ce n'est pas longtemps, il n'est pas long. Hein. Par un courrier du 5 mars 2024, le tribunal a demandé à la collectivité territoriale de Martinique de verser au débat, notamment, le règlement de la consultation et d'expliquer quelles étaient les causes des dysfonctionnements du vote en ligne, les solutions apportées pour y remédier en vue de garantir la sincérité du scrutin et la méthodologie employée pour éviter de prendre en compte les votes multiples et les votes de personnes sans lien avec la Martinique. La collectivité territoriale de Martinique n'a pas répondu à cette demande de précision. C'est là, Makadou, l'on y dysfonctionnement, disons, ou qu'a dit ni en cyberattaque. Il faut qu'on bien cerner, et je dis ça parce que, je dis ça ici, ni des cadres martiniquais qui sont très compétents, nous ni matière grise là. Question, c'est comment il y a qu'un chef d'orchestre ou qu'arriver fait tout le monde jouer ensemble partition. Donc, là, on a un sujet comme ça, un tribunal, Kamado ou Kaba, tous ces éléments, on a constaté que la collectivité n'est pas arrivée à Baïli. Donc, parce que nous ne pouvons pas parler du passé, on ne peut pas parler de la région. Non, mais pas arrivé Baïli ou bien pas télé Baïli en pensant que c'était de l'ingérence. Non, mais c'est droit. Donc, oui. Donc, si nous dysfonctionnement depuis la cyberattaque, est-ce que la cyberattaque a justifié que ni entreprise qui n'a pas payé, qui ni des factures de juin 2023 qui n'a pas payé? Est-ce que c'est la cyberattaque qui a expliqué ça? D'après moi, il y a une solution qui pourrait être trouvée. Concernant les aides aux associations
concernant les allocations, Puccini, tout ça, Rita. Donc, il y a un vrai problème d'organisation des collectivités pour y remplir mission. Mais c'est pas, vous savez, c'est pas salarié, c'est moun qui a dirigé, qui peut dire, mais c'est chimère là nous apprend, mais c'est résultat que nous ne atteignons. Or, l'on a regardé ces résultats-là, il me semble qu'il y a le monde qui n'est pas satisfait, notamment le monde des entreprises. Vous ne pouvez pas dire un monde, vous ne pouvez pas dire qui sont payés, ils travaillent. Vous ne pouvez pas dire qu'on ne peut pas payer un intérêt moratoire. Donc, il n'y a là, et là, je parle de la fonction financière, ni deux grandes fonctions, je parle parce qu'anciennement, je suis siégé dans des assemblées, ni deux grandes fonctions qu'il faut organiser, c'est la fonction personnelle et la fonction finance. Or, il se trouve apparemment que c'est là qu'il y a plus de difficultés. Ah ben. Enfin, moi, ce que je souhaite quand même, c'est qu'on aboutisse à des solutions concrètes. Parce que c'est l'intérêt de la collectivité, c'est l'intérêt des Martiniquais qu'on avance sans sous-estimer, parce que sans sous-estimer les difficultés objectives qu'il peut y avoir à fusionner deux organismes qui sont... De mammouth. Il faudrait tenir compte des problèmes de personnes, de sensibilité personnelle. C'est très important. Si, sans prolonger le débat, mais ce n'est pas ici à seulement ça fait. Hein. En France, c'est là que ces grandes régions. Oui. Ils ont fusionné. Hein. Ça posait quelques mois de difficultés. Mais on voit que là même, ces différents présidents de région, ils ont organisé l'administration et au pas qu'à dire, enfin, moi je cherche Tibouin dans la presse, problème que ça posait alors qu'il est, c'est l'administration en marche. Hein. Donc il ne faut pas faire nous passer non plus pour des gens qui sont incapables d'y entendre que nous, non. Moi, pas à quoi ça. Ça, c'est un argument, par contre, que les Martiniquais, nous capables, nous ni un cap qui est bien dessiné. Là, par exemple, nous ni un objectif sur les fonds européens, par exemple. C'est-à-dire, nous avons consacré nous à des vrais objectifs qui vaut la peine, mais si dans seul discours, nous, ça au lait, c'est plus pouvoir parce qu'on ne peut pas faire rien, ça évite que ça pose des problèmes. Alors, aide à l'amélioration de l'habitat. C'est l'illustration de ce qu'il disait tout à l'heure. Ce sont les personnes de conditions modestes qui font appel à l'aide à l'amélioration de l'habitat. Ce sont des aides de l'État avec un complément de la collectivité territoriale. Mais il était pour un grand service public de Samakakouye, le logement et de l'habitat bioclimatique Martinique. Je vais répéter ça. Lorsqu'on a parlé avec les compatriotes, c'est deux bagages qui ont le plus. Est-ce qu'on ne peut pas trouver un travail, un job, ou bien, mon problème, quand je suis coulé, mon réparation à faire, je les moderniser, on m'a constaté que là, il dit moins que je n'ai pas été capable de prendre tous ces dossiers. Il aurait été, m'entendre dire, parce que vous savez, bon, chaque monde a un sujet aussi. M'entendre dire que, par exemple, dans une période qui y a un problème de sécheresse, il a supprimé l'aide pour les citernes, que moi, c'était Marie-Jeanne qui te mettait ça, pour que les gens financer les citernes de l'eau. Donc, vous savez, si à un moment donné, ou même vous pas arriver, mettez collectivité en état de marche pour répondre aux besoins de la population, ça va le moins du haut. Bien. Alors, en tout cas, merci, messieurs. Là, je vois que Grégory nous a mis la lumière. Nous étions deux chroniqueurs, et ça vous a donné plus de temps pour expliquer des choses. Je ne sais pas, je ne dis pas que les autres ne nous ont pas manqué, c'est pas ça que je veux dire, surtout pas un mal interprété ça m'a dit. Non, mais je pense que vous avez bien expliqué des choses qui n'étaient même pas prévues au programme. Donc, je vous remercie tous les deux. Et voilà. Merci à vous. Malo, tu as bien dirigé aussi. Merci beaucoup. C'est une émission un peu spéciale. Nous parlons beaucoup en dehors du Martinique. Mais qui nous concerne quand même. Nous sommes dans le monde. Nous pas en dehors du monde. Nous sommes dans le monde. Il ne faut pas nous dans le déni. Il faut nous être dans la réalité du monde. Et c'était un moment très agréable. J'espère que tout le monde qui t'a écouté, t'a regardé, passez un bon moment. Bonne fin de soirée. Merci beaucoup à tous les deux. Bonne fin de soirée. Bon week-end.
puisque nous sommes déjà jeudi soir. L'émission va être diffusée en télévision demain soir à 20h, samedi à 18h, dimanche à 10h. Donc voilà, si vous n'avez pas vu, c'est que vous n'êtes pas télévoyant. Ah oui, alors. Merci, à très vite sur Zouk Télévision. Bye bye. Merci à Grégory et à Manuela.